Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de votre émission Séquence communautaire. L'émission Séquence communautaire a pour vision d'aborder les problématiques que nous vivons au quotidien. Le thème de ce jour est l'éducation des enfants au Canada, plus particulièrement des enfants des immigrants ici au Canada. Pour en discuter avec moi sur le plateau, je reçois Mme Sylvie Nautier, plus connue sous le pseudo de Femme Téméraire. Nous y reviendrons plus tard. Sylvie est une femme immigrante d'origine camerounaise. Après des études en comptabilité à Bruxelles, en Belgique, Mme Sylvie immigre au Canada en 2011. Afin de s'aligner avec sa passion de la justice sociale et de la santé mentale, elle décide de réorienter sa carrière dans ce domaine et entame de se faire des études en service social avec l'Université de Laurentienne. Dans le but de parfaire et de mieux comprendre les enjeux en santé mentale auprès des jeunes, Mme Sylvie poursuit actuellement une maîtrise en santé mentale avec l'Université du Québec. Aujourd'hui, Mme Sylvie est non seulement une travailleuse sociale, mais aussi une intervenante en santé mentale. Elle est une psychothérapeute, une clinicienne et une consultante en prévention et intervention précoce. Sur le plan familial, Mme Sylvie est une mère dévouée de 4 enfants, déterminée dans la réussite de l'éducation de ses enfants. Pour elle, il est capital que les parents immigrants repensent et redéfinissent l'éducation des enfants une fois sur le sol canadien afin de mieux mener leur parentalité et de garantir la réussite de l'éducation de leurs enfants. C'est pour cette raison que le thème que je vais débattre avec Mme Sylvie Nautier ce jour est l'éducation de nos enfants au Canada. Parlons-en et brisons les tabous. Bienvenue, Madame Sylvie. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Grameen TV. Merci d'avoir accepté mon invitation. Grameen TV, la chaîne qui vous valorise. Préférez-vous que je vous appelle Sylvie ou la femme téméraire? Merci Sandrine de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau ce soir. Alors, pour faire plus simple, je préfère Sylvie. Mais d'où vient ce pseudo de femme téméraire que vous portez? Est-ce que ça vient de votre entourage? Pourquoi la femme téméraire? Ben, la femme téméraire, c'est une longue histoire. Je vais faire ça court. Je suis entrée au Canada par une procédure d'immigration un peu hors du commun et c'était pas facile pour moi d'obtenir la résidence permanente. Donc, c'est vraiment un processus où si la personne n'avait pas cette détermination-là, la personne aurait arrêté vraiment au milieu du chemin. Voilà. Donc, mais je me suis battue, je me suis dit non, je vais aller jusqu'au bout et j'y suis arrivée. Donc, c'est vraiment l'histoire qui se cache derrière ce pseudonyme-là des femmes téméraires que je porte aujourd'hui. Et cela retrace, on va dire, votre parcours en tant que femme immigrante ici au Canada. Exactement. Ce pseudo. OK. Exactement. Donc, avec les épreuves que vous avez traversées, c'est pour ça que vous et votre entourage, on vous a donné ce pseudo-là. Exactement. De femme téméraire. Et j'aimerais rajouter aussi que c'est pas seulement ce parcours-là d'immigration, mais ça a aussi trait avec ce que j'ai vécu avec les enfants, les difficultés que j'ai eues avec les enfants et cette hargne-là de pouvoir redresser les choses. Voilà, donc c'est vraiment je dirais que l'idée principale derrière, c'est vraiment la persévérance. La persévérance. Voilà. Donc, on a parlé que vous avez immigré à l'introduction là en 2011 et vous êtes une maman de 4 enfants. Est-ce que vous avez immigré directement avec vos enfants ici, au Canada? J'ai immigré avec ma première fille, oui. OK. Oui. OK. Donc, j'étais déjà parent. Vous étiez déjà parent quand vous êtes arrivé au Canada. Donc, les 3 autres enfants sont nés ici au Canada. Exactement. Très bien. Donc, sans plus tarder, on va venir à notre thème de ce soir. D'après vous, c'est quoi réussir l'éducation de ces enfants ici au Canada? Quel serait, selon vous, le modèle de réussite qui serait le plus approprié, je dirais le mieux approprié, pour dire qu'on a réussi vraiment l'éducation de ces enfants ici au Canada? OK. Très belle question. Moi, je dirais que réussir l'éducation d'un enfant, c'est d'abord assurer son développement holistique. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment mettre l'accent sur son développement émotionnel, son développement social, son développement physique, son développement intellectuel. C'est vraiment de trouver l'équilibre entre toutes ces sphères-là du développement de l'enfant. Voilà.
Quelles sont, d'après vous, les difficultés que rencontrent les immigrants dans l'éducation de leurs enfants ici au Canada? Est-ce que la difficulté réside dans l'implémentation d'un style parental différent de celui qu'ils ont eux-mêmes reçu? Je dirais que c'est une question assez intéressante parce que je dirais que la difficulté que les parents immigrants rencontrent est vraiment multidimensionnelle. Parce que immigrant, c'est déjà un mot très vaste. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique de l'adaptation au niveau personnel. Quand je dis personnel, c'est vraiment des parents. Ça implique de l'adaptation au niveau familial. Ça implique de l'adaptation au niveau de l'éducation des enfants aussi. Donc, et toutes ces adaptations-là, ça apporte beaucoup de difficultés au niveau émotionnel. OK, donc c'est pas déjà difficile parce que quand une famille immigre, il y a déjà ce qu'on appelle la redéfinition des rôles qui doit prendre place pour que l'équilibre soit maintenu au sein de la famille. Donc ça c'est vraiment je dirais qu'il y a la difficulté vraiment est multidimensionnelle et c'est ça justement qui crée un choc au niveau même de l'éducation des enfants parce que finalement c'est une proportion de ces difficultés-là qui est souvent lésée. On cherche plus à s'adapter parce qu'on veut trouver un travail, parce qu'on veut trouver d'autres équilibres et on délaisse un peu ce côté éducationnel-là qui, finalement, est très important parce que on est dans une nouvelle conjoncture Tout à fait. sociale, avec des nouvelles politiques, le système scolaire n'est pas pareil. Et puis, les lois aussi, il y a une loi sur la protection de la jeunesse qui est présente et très puissante, qui généralement n'existe pas dans nos pays d'origine. Et finalement, on arrive, on ne connaît pas que ces lois-là sont en place et on continue avec les habitudes de là-bas. Et parfois, ce qui se passe, c'est que on se heurte au système, parfois on se retrouve dans des situations où on nous a enlevé les enfants et puis on se dit, on ne savait pas. Donc, c'est vraiment une grosse problématique, c'est-à-dire la difficulté des parents immigrants au Canada. C'est ça, tout à fait. Et c'est ça aussi, parce qu'il y a aussi cette partie de comprendre les éléments ou les spécificités des styles parentaux qui sont promus ici en Amérique du Nord. Mais comment est-ce qu'ils feraient, d'après vous, pour comprendre cela quand ils arrivent? Comment est-ce qu'ils s'en sortiraient? Qu'est-ce qu'il faudrait pour... parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on va aller avec le tutoiement. Tu l'as dit tout à l'heure, Sylvie, qu'ils sont en train de se rechercher quand ils arrivent, les immigrants. Il y a d'abord soi-même. Déjà, il faut se retrouver soi-même. Ensuite, il y a le côté de la famille. Mais où est-ce qu'ils prennent le temps d'apprendre cette loi dont vous avez parlé là pour s'ajuster? Qu'est-ce que vous les conseillerez? Moi, ce que je dirais déjà, c'est d'être flexible. C'est vraiment quelque chose qui... Je sais que quand on vient, par exemple, d'un continent comme l'Afrique, je vais parler de l'Afrique parce que je suis originaire d'Afrique, on n'est pas souvent très flexible avec beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne la santé mentale. Parce que la santé mentale, c'est quelque chose que... Les difficultés de santé mentale, tout le monde en rencontre dans le courant de sa vie. Mais c'est pas quelque chose que l'Africain accepte nécessaire. C'est pas facile pour un Africain de dire voilà, j'ai des difficultés de santé mentale. Donc c'est vraiment d'être flexible à ce niveau-là et aussi être ouvert, par exemple, à recevoir, par exemple, des conseils de l'école. OK, être ouvert à ce qu'on te propose. Je dis pas qu'on va tout accepter sans questionner, mais c'est vraiment d'être ouvert, avoir la possibilité d'accepter d'abord de ce qu'on te propose, parce que je sais qu'il y a, étant travailleuse sociale en milieu scolaire, j'ai rencontré beaucoup de parents africains qui, finalement, quand je les contacte pour dire que votre enfant a besoin de me voir, ben là, c'est un non catégorique. On ne veut pas savoir qui je suis, on ne veut pas savoir ce que je veux faire, mais parce que c'est la travailleuse sociale,
On a peut-être entendu par une amie que, écoute, ici, on prend les enfants des gens. Finalement, c'est un non catégorique. Donc, c'est plus les préjugés. Voilà, c'est beaucoup de préjugés qui fait souvent que les parents immigrants ne sont pas flexibles. Et finalement, ce sont les enfants qui perdent. Et ce sont eux qui perdent parce que dans les écoles, il y a des services exceptionnels pour appuyer les parents immigrants. Ces services-là sont là. Mais il y a comme... c'est des réticences là qui empêchent ces parents-là d'accéder à ces services-là. C'est ça. Et parfois aussi, moi, je pense que ça peut être de l'ignorance. Parfois, ils ne sont pas du tout informés. Et ce serait peut-être bénéfique que des gens comme vous, là, en tant que travailleur social, peut-être créer des ponts, des systèmes d'information. Aller chercher ces parents-là pour les informer, OK? Quand on parle de travail social, voici le rôle du travail social. Parce qu'ils entendent peut-être le nom, mais ils ne comprennent pas. Exactement. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, je pense que, et peut-être vous en conviendrez avec moi là, sur ce point-là, que c'est peut-être l'ignorance et qu'il faudrait peut-être trouver des solutions dans ce sens, de créer peut-être des ponts d'information où on pourrait éduquer. Parce que, et vous l'avez dit très bien, parce qu'il faut cette ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit qui va permettre à chacun d'être ouvert à l'information et de comprendre qu'il faut apprendre. Exactement. On essaie d'arriver dans un nouveau pays qui a ses valeurs, qui a sa façon de penser. Il faut s'ouvrir pour apprendre. Mais je vais rebondir là-dessus parce que ma prochaine question va dans ce sens. On dit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc, c'est ça. Ça peut expliquer la préférence pour les immigrants à valoriser un style parental autoritaire plutôt qu'un style permissif. Parce que ici, on a peur que si on laisse son enfant peut-être, parce que le style permissif, c'est vraiment quand un parent laisse vraiment, donne beaucoup de choix à son enfant et n'est pas trop derrière l'enfant pour essayer de contrôler ce que l'enfant fait ou les décisions de l'enfant. Et ça peut créer de la peur. Oui. Et je pense aussi que ils le font pas parce qu'ils le veulent, mais c'est parce qu'ils ont reçu aussi cette éducation-là. Qu'en pensez-vous par rapport à ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On ne donne que ce qu'on a reçu. Je vais parler d'un principe de sociologie qui s'appelle la reproduction culturelle. C'est-à-dire, c'est la reproduction culturelle, pour faire ça simple, c'est vraiment que l'enfant naît dans une famille, il voit ce qui se passe, il voit comment les choses se passent, quand je vais dire, il apprend la culture, il apprend les façons de parler, il apprend comment être poli, il apprend qu'il faut se laver les mains avant de manger, il apprend tout ça et il voit et il assimile ce qu'il voit. C'est pour ça que certains adultes, certains enfants qui ont vécu la violence conjugale, si c'est un garçon, c'est probable qu'il soit un adulte violent sur sa femme, sur sa partenaire. Et quand c'est une fille, c'est probable aussi que la fille soit tolérante envers la violence conjugale. Donc, ce sont tous des choses qu'on apprend et que finalement on normalise. Donc, j'amène cette notion-là ici, juste pour corroborer le fait que tu dises qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Toutefois, on ne donne que ce qu'on a reçu, mais quand on se retrouve dans un contexte d'immigration, on devrait déjà aussi, même avant d'immigrer, apprendre que là où je m'en vais, il faut que je m'adapte. J'ai tantôt parlé de la conjoncture qui est différente. On vit dans un pays ou bien dans un univers qui est tellement différent. C'est vrai que les réseaux sociaux sont partout maintenant. Quand je grandissais, les personnes de ma génération, nous n'avons pas connu ça. Nous n'avons pas connu les réseaux sociaux. Et puis, l'autorité, ça marche bien en Afrique parce que, bon, je parle d'Afrique, parce que je suis africaine, donc je prends toujours cet exemple-là. Ça marche bien en Afrique. Et puis, en Afrique, par exemple, le parent a sa façon de montrer l'amour à son enfant.
C'est vraiment de se rassurer que tu vas à l'école, c'est de t'acheter les habits, c'est de t'amener à l'hôpital quand tu es malade. Mais ce n'est pas la même chose ici. En Afrique, par exemple, si un parent te donne une injure, ben, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Et on a grandi comme ça. On n'a jamais eu des gros problèmes de santé mentale parce que on nous a insulté, grosse tête ou bien toi feignant. Mais quand tu arrives dans ce contexte-ci, les retombées sont différentes. Je suis d'accord. Ici, les enfants sont un peu plus émotionnellement touchés, sensibles. Oui, et je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est l'environnement qui fait ça. Alors, toi, le parent qui a grandi et on te disait n'importe, tes parents te disaient n'importe quoi, mais c'était toujours correct. Parce que finalement, tu mangeais à ta faim, on t'habillait bien. Ben, c'est pas la même chose ici. Ici, il faut être à l'écoute de l'enfant, apprendre à parler à l'enfant. Moi, je dis toujours aux parents immigrants, il faut considérer l'enfant comme, pas comme un petit homme, mais comme un homme petit. Ok. Ce que ça signifie, c'est que c'est un homme tout constitué. Il a ses émotions, il a les besoins d'un homme adulte, mais c'est juste qu'il est en miniature. Ok. Donc, il ne faudrait pas traiter l'enfant comme si parce qu'il était en miniature, on devrait lui enlever certains droits. Certains droits. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment ce que je peux dire par rapport à ça. C'est vraiment de se rassurer, de s'adapter quand on arrive, parce que ce n'est pas la même conjoncture. Tout à fait. Et vraiment, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sylvie, on va discuter un peu ensemble de quelques styles parentaux ici. On va commencer avec le style parental free range. Free range, ça veut dire c'est la parentalité de la liberté. L'enfant est totalement indépendant, les parents le considèrent comme un individu majeur à part entière, dont l'enfant jouit de la liberté d'être à l'extérieur sans aucune supervision parentale le temps de quelques heures. Donc on a des enfants de 12 ans que les parents envoient seuls aller prendre le métro pour se rendre à l'école. Que pensez-vous de ce style parental? Ouais, c'est pas mauvais en soi, mais je dirais que le parent doit quand même avoir une prise là, donc le parent doit avoir un contrôle là-dessus. Parce que liberté, l'enfant naît, il grandit, mais pas avec toutes les capacités. Et la capacité de prise de décision, je pense que si je me trompe pas, c'est déjà vers la vingtaine que l'enfant acquiert sa capacité vraiment, full capacity. Sa capacité vraiment complète là, de prendre de bonnes décisions. Donc moi, je me dis, je peux être, peut-être c'est ma façon de penser, moi je me dis, il faut laisser cette liberté-là, mais il faut aussi laisser la liberté en fonction de l'âge de l'enfant. Est-ce que je vais demander à un enfant de 8 ans de commencer à aller se pavaner dehors? Non. Déjà, aux yeux de la loi, c'est la négligence. Parce que l'enfant n'est pas en sécurité. Mais est-ce que les parents qui le font avec les enfants de 12 ans, est-ce que 12 ans, c'est déjà un âge assez mature pour aller déjà seul à l'extérieur, prendre le métro, les bus et pour se rendre à l'école? Moi, je dirais que ça dépend aussi de la capacité individuelle de l'enfant. Parce que chaque enfant a ses capacités individuelles. Il y a des enfants qui grandissent plus que leur âge. Des enfants, par exemple, qui naissent dans des familles où les parents sont très malades, qui grandissent, qui développent vraiment ces compétences-là. Moi, je ferais plus confiance à ce genre d'enfant qui, finalement, va faire du shopping, retourne faire le ménage à l'âge de 12 ans. Je ferais plus confiance à ce genre d'enfant. Mais ça dépend des cas. Mais dans une autre famille où finalement l'enfant de 12 ans reste enfant, moi je dirais que ce serait un peu trop permissif et imprudent de le faire. Tout à fait. Et qu'en est-il du style parental permissif
où on appelle ça la parentalité sans limite, il n'y a pas de limite. Les parents qui sont permissifs, ils vont valoriser l'expression de soi et l'autodiscipline, c'est-à-dire l'enfant va s'autodiscipliner tout seul, il donne peu de règles, et quand il donne des règles, il demande généralement l'approbation de l'enfant. Qu'en est-il de ce style parental? Ah ben là, selon moi, je dirais non. En tant que parent, et même si je revais ma casquette professionnelle, moi, je dirais c'est un gros non. Parce que même la société, quand je dis société, c'est vraiment au niveau macro, est dirigée par des lois. Il faut suivre des lois. On érige des lois et puis il faut les suivre. Donc, c'est la même chose, mais au niveau de la parentalité. C'est vrai qu'on dit, il ne faut pas acculer les enfants, faut pas les traiter comme des sous-hommes, mais il faut une certaine règle dans la maison. Et c'est clair qu'il y a des situations où on ne demande pas l'avis de l'enfant. Là, c'est vraiment un gros non pour ça, pour cette parentalité permissive-là. OK. Et on a le troisième style parental, qui est le style parental négligent, ou on appelle ça aussi la parentalité désengagée, détachée. Ce sont les parents qui, généralement, ne sont pas du tout impliqués dans la vie de leur enfant. Ils sont désengagés, ils sont peu exigeants, faiblement réactifs, ils ne fixent pas aussi des limites. Et généralement, ces parents-là rejettent les émotions et opinions de leurs enfants. Qu'est-ce que vous en parlez du style parental désengagé? Ben, moi, je dirais que c'est vraiment, c'est un style parental très malsain. Et malheureusement, généralement, beaucoup de parents immigrants se retrouvent dans cette situation-là. Pourquoi? Les parents immigrants se retrouvent dans cette situation-là parce que finalement, ils sont coincés. Soit ils n'ont pas de voie de recours, soit ils ont essayé et ils ont abandonné. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment qu'on arrive dans un pays où finalement on te dit tu peux pas frapper l'enfant, tu ne peux pas parler à l'enfant n'importe comment. Si tu cries sur l'enfant, c'est de l'abus. Si tu frappes, c'est de la violence et tu peux te ramasser un dossier judiciaire avec ça. Donc finalement, le parent se renferme et finit par abandonner. Et c'est pour ça que dans certaines familles, les enfants deviennent les parents. Les enfants deviennent ceux qui ont l'autorité et les parents exécutent. Ce qui est vraiment malheureux parce que, selon moi, on peut rester autoritaire, mais quand même réussir l'éducation des enfants. C'est vraiment de trouver l'équilibre entre cette autorité-là et cette flexibilité dont je parlais tantôt, qui est difficile à faire dans un contexte canadien où finalement beaucoup de parents africains pensent que c'est trop de laisser aller pour les enfants. Voilà. Et c'est bien que tu en parles, Sylvie, parce qu'on va donc aller maintenant au style parental autoritaire. Et là, on va parler de discipline. Ouais. Discipline, punir ou agresser et tout. Les châtiments corporels, là, c'est-à-dire les châtiments corporels que beaucoup d'enfants subissent en Afrique, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Ça peut créer des traumatismes dans la tête de Et l'enfant. justement, quand on parle de traumatisme, moi, la question que je me pose, est-ce qu'un enfant battu ne deviendra-t-il pas aussi un parent qui bat? Exactement. C'est ce qu'on a dit tantôt. Je reçois et je donne ce que j'ai reçu. C'est pour ça, justement, que beaucoup de parents immigrants battent les enfants. Et c'est pour ça que souvent, ils sont réticents à accepter des services. Parce que finalement, tu as mentionné tantôt qu'il faudrait qu'ils sachent qu'il y a des services. Même quand ils savent qu'il y a des services, ils sont réticents à aller vers ces services-là. Mais comment expliquer cette réticence-là? Pourquoi? Cette réticence-là, généralement parce qu'ils battent. OK. Ils disciplinent beaucoup physiquement et ils ont peur que, par exemple, lors de l'intervention, l'enfant va dévoiler cela. Et finalement, c'est quelque chose qui est puni par la loi. Il y a la confidentialité, mais il y a aussi la limite à la confidentialité
quand l'intervenante juge que l'enfant est négligé, battu, violenté, c'est une obligation même civile De reporter. de reporter ça. Tout à Donc, fait. je pense que la réticence est d'abord à ce niveau-là. Et puis l'autre réticence, l'autre volet de la réticence, ça vient plus vers sur le tabou. C'est vraiment du genre, parce que j'ai déjà entendu beaucoup de parents africains qui parlent comme ça, ben, ce sont mes enfants et je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne m'aider, vienne me montrer ou bien m'enseigner comment je vais éduquer mes enfants. Mais malheureusement, on ne pense pas comme ça dans ce contexte-ci. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et que pensez-vous de la technique controversée aussi du retrait momentané, ce qu'on appelle time out? Moi, je trouve que c'est une très belle technique. Moi, j'utilise beaucoup ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui trouvent que cette technique-là aussi frustre l'enfant. Ça fait en sorte que l'enfant se sente rejeté. Donc, est-ce que pour vous, c'est OK de dire à son enfant que je te donne un time out? OK. Donc, moi, je vais dire que discipliner l'enfant, c'est pas une seule action. C'est comme un package. C'est comme un package. Première étape, l'enfant a fait quelque chose qui n'est pas bien. Ou bien il a enfreint à une loi de la maison. OK, on discipline. Moi, par exemple, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Je t'appelle et je te dis, qu'est-ce que j'ai déjà dit dans cette maison par rapport, par exemple, à quand vous mangez à table, qu'est-ce qu'il faut faire après. Et tu le répètes, tu avais dit qu'on doit débarrasser chaque fois qu'on mange. Et ces assiettes que je vois sur la table, qui les a laissées, c'est moi. Est-ce que tu as suivi ce que j'ai dit? Non. Alors, pour cette raison, voici ce que je vais faire. Tu n'auras plus droit, par exemple, au visionnement pendant 2 semaines. Ou alors, il y a des moments où je demande à l'enfant, tu choisis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te punir? Parce que tu dois être puni parce que tu n'as pas respecté. Et ça arrive souvent que les enfants choisissent. Et pendant la punition, l'enfant sait pourquoi il est en train d'être puni. Et après la punition, il y a un retour sur la situation. Comment tu as trouvé la punition? Comment tu vas te comporter la prochaine fois pour pouvoir éviter que cette situation-là arrive? Donc, c'est vraiment, moi je dirais, c'est vraiment plus le côté conversation C'est ça. qui cloche. Parce que nous, dans notre éducation, il n'y avait pas ça. Justement. Et Oui. comment donc, parce que ça en vient à mon prochain point, comment favoriser donc ce climat de communication avec l'enfant? Ce climat, comme vous l'avez dit, conversation. Comment favoriser donc cela? OK. On est tous d'accord que la communication ou bien le fait de converser avec un enfant, ça reste un élément clé dans la résolution de toute forme de Exactement. conflit. Mais comment s'y prendre à travers la communication pour résoudre les conflits liés à l'éducation des enfants? Moi, je dirais que pour communiquer, il faut d'abord, quand tu parles, il faut qu'il y ait de l'écoute de l'autre côté. Comment un enfant va t'écouter quand tu te mets à lui parler? Il te donne la réponse à ce que tu lui donnes aussi parfois. C'est vraiment quand l'enfant vient vers toi et te parle que tu t'arrêtes pour l'écouter. Voilà. Et les parents doivent aussi apprendre à gérer leurs émotions. Parce que si tu agis sous le coup des émotions, parfois, ça peut aussi même... l'enfant copie ça de toutes les façons. Parce qu'on est des modèles. Tout à L'enfant fait. copie ça. Tout à fait. Et c'est possible que finalement, s'il est dans les émotions, sous des émotions aussi, que tu viennes lui parler, il peut faire la même chose. Là. Moi, je ne t'écoute pas parce que je suis très fâchée. Donc, je dirais que c'est vraiment ça la base, être l'exemple. C'est ça. Et vous avez parlé des émotions. Le docteur Marc Pistorio, dans son livre Parents sécurisants, enfants sécurisés, il propose une méthode de résolution à 5 étapes. C'est-à-dire, la première étape, s'autoréguler et se co-réguler. C'est-à-dire, en tant que parent, gérer ses propres émotions en tant que parent, en Exactement. tant que soi-même. Ensuite, mentaliser son expérience, c'est-à-dire se mettre à la place de l'enfant pour comprendre les émotions de l'enfant. Trouver des solutions ensemble, c'est-à-dire le parent et l'enfant trouvent des solutions ensemble. Tester et réévaluer la solution. Est-ce que vous pensez que cette méthodologie-là
est applicable pour les familles immigrantes? Oui, c'est possible, mais je ne dirais pas que c'est quelque chose de facile. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Gérer ses émotions. L'immigrant comment je vais dire, l'immigrant fait face à une situation extrêmement difficile. Il y a d'abord le fait qu'il arrive dans un nouvel environnement, il faut s'adapter lui-même. Maintenant, l'éducation, il faut s'adapter à tout. C'est émotionnellement, comment je vais dire, émotionnellement prenant. Prenant, oui. Voilà. Donc, s'il arrive à gérer ça, il pourrait, s'il n'arrive pas à gérer ça, pardon, il pourrait réagir d'une façon pas adéquate. Par exemple, même en ce qui concerne la discipline de l'enfant. Tout à fait. Tu as parlé tantôt de se co-réguler. Et ça me fait penser au fait, quand j'ai parlé tantôt il faut regarder l'enfant comme un homme petit. Voilà, comme un homme petit, pas comme un petit homme. Ça veut dire qu'il a ses émotions. Est-ce que quand j'ai fait ça à l'enfant, si j'étais à sa place, je me serais senti comment? Et par rapport à la réponse, vraiment retourner à l'enfant. Et j'appelle encore aux parents immigrants vraiment à apprendre à demander pardon aussi. Okay. Ça, c'est un bon Parce point. que nous avons vécu dans un environnement où, écoute, le père est père, il ne demande pas pardon, même s'il a tort. C'est vrai qu'on a vécu comme ça, mais est-ce que c'est correct? C'est pas tout qu'on doit copier. C'est pas tout qu'on doit recevoir et donner. Il y a des choses qu'on reçoit et puis on jette. On prend ce qui est bien pour donner à nos enfants. Ce serait pas intelligent de donner même des déchets aussi à nos enfants. Il faut apprendre à demander pardon. Apprendre à être humble. Parfois, si on a puni vraiment, ou bien on a puni trop sévèrement quelque chose qui était léger, c'est vraiment d'avoir cette humilité-là et de prendre son courage à deux mains et de dire, écoute, j'étais puni parce que tu as fait ça, mais je pense que j'ai un peu trop fait. Donc, je te demande pardon. Mais ne recommence plus. Je pense que quand tu parles comme ça avec l'enfant aussi, finalement, copie et apprend aussi à demander pardon. Moi, j'ai des enfants qui demandent pardon. J'ai des enfants qui demandent pardon. Vraiment, c'est de façon spontanée. On ne leur demande pas. C'est vraiment que quand ils raisonnent et qu'ils voient qu'ils sont en tort, ils reviennent te demander pardon. Mais vous êtes d'accord avec moi, Sylvie, excuse-moi de toujours vous voyez. Non, c'est correct. On est habitué avec ça. C'est ça. Donc, tu es d'accord avec moi que c'est quand même très difficile là. Tu l'as dit et je pense que je suis de ton avis. Et parfois, certains immigrants se sentent vraiment perdus par rapport à tout cela. Ils lâchent. Et c'est là où l'enfant prend l'autorité. Donc, ils ont peur des colères des enfants. Et ils n'osent plus dire non. Exactement. Comment est-ce que tu peux conseiller ces personnes-là? Parce qu'on a vu des parents qui vraiment ont peur des crises. Dit, mon enfant va se fâcher, mon enfant va s'énerver là. Et pour éviter la crise de l'enfant, il dit oui à tout ce que l'enfant demande. Comment se rattraper quand on est face à une telle situation? Bon, moi, je dirais d'abord que si je fais face à ce genre de parents, je lui demanderais d'abord comment ça a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'enfant naît un bébé, il a 0 mois, 3 mois, 5 mois. C'est toi le parent, c'est toi qui modèle cet enfant-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant devienne une bombe entre tes mains? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que finalement, le parent, c'est lui qui... Comment je vais dire ça? L'enfant, c'est comme un vase vide. L'enfant, c'est comme un vase vide. Alors, et je dirais que c'est un vase vide qui n'a pas de forme. Donc, il prend la forme selon ce qui est déversé en lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant soit déformé à ce niveau-là, au niveau émotionnel? Je comprends qu'il y a souvent même des maladies mentales qui commencent vraiment à très bas âge. Mais comment tu as pu faire pour fabriquer? C'est pas que je juge, mais
C'est vraiment de revenir à tout ça. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché quand l'enfant était bébé? Est-ce que j'ai eu des manquements quelque part? Est-ce qu'il y a eu beaucoup trop de laisser aller? Est-ce que, par exemple, c'est moi-même que l'enfant est en train de copier? Mais que diriez-vous des enfants qui ont d'autres diagnostics comme les TDAH, là, qui pourraient aussi expliquer ces comportements? Oui. Est-ce que vous mettriez ces parents vous les comparez aussi avec d'autres parents dont les enfants ne souffrent de rien là? Il n'y a pas de Oh diagnostic. non, mais ça, c'est différent. Voilà. Ça, c'est quand la situation est pathologique, on ne peut pas comparer ça à une situation qui, Mais finalement... comment définir cela puisqu'il y a des parents immigrants qui ne veulent même pas souvent faire face au diagnostic de leurs enfants. Exactement. Et ça rend encore la chose très compliquée parce que ces enfants ne peuvent pas avoir des soins auxquels ils auraient droit, bien entendu. C'est pour ça que je parle beaucoup de flexibilité. Quand on te présente un service et tu sais que tu as un problème, aie l'esprit ouvert, même de demander à la personne, explique-moi un peu plus, mais il ne faut pas être rigide et dire, je ne veux pas entendre parler de ça. Juste parce qu'on t'a dit, finalement, on va te prendre tes enfants, ou bien il y a tellement de préjugés autour de la santé mentale et il y a beaucoup de nouvelles qui circulent. Par exemple, moi, j'ai reçu beaucoup de refus quand j'étais travailleuse sociale scolaire. Parce que les parents ne font pas la différence entre une travailleuse sociale scolaire et une travailleuse sociale de l'aide à l'enfance. Parce qu'on se dit, ben, quand elle commence, c'est pour me prendre mon enfant. Mais non, la travailleuse sociale scolaire est là pour travailler avec la famille, avec le parent. Et puisque finalement, dans le milieu scolaire, maintenant, il y a tellement de travailleuses sociales même d'origine venant de l'immigration, ça aide beaucoup. Okay. Parce que finalement, on comprend ces enjeux-là. On comprend. Nous tous, on a fait des erreurs. À un moment donné, moi-même, j'ai été violente avec mes enfants, mais il faut que, à un moment donné, tu sois flexible et que tu te dises non, que tu te remettes en question et que tu changes. Et c'est ça qui est difficile. Le changement. C'est ça qui est c'est le changement qui est difficile. Mais si il y a des parents qui restent très rigides, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je peux pas suivre ton enfant si tu n'as pas signé le consentement. Tout à fait. Donc, je suis d'accord. Si tu ne signes pas, ben l'enfant ne reçoit pas de soins et il reste comme ça. Il reste comme ça. C'est vraiment prôner cette ouverture d'esprit. Exactement. Chez les parents. Donc, quelques petites courtes questions. D'après toi, Sylvie, est-ce qu'il faut responsabiliser ou imposer en tant que parent? Moi, je dirais un peu des deux. Moi, je dirais un peu des deux. On ne peut pas imposer tout le temps. OK? Et on ne peut pas aussi, je vais dire, donner l'ouverture ou bien la liberté à l'enfant tout le temps. Voilà. Donc, et je vais encore revenir sur le fait qu'il faut aussi suivre l'âge de l'enfant. Il faut suivre l'âge de l'enfant. Je ne peux pas donner la liberté que je donne à ma fille qui a 14 ans. Ce n'est pas la même liberté que je donne à ma fille qui a 10 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment de trouver, comment je vais dire, l'équilibre entre les deux. Okay. Des moments d'imposer des choses, de frapper le poing sur la table et de dire que même si je te laisse faire des choses, je reste ta mère. Donc, sur ce point-ci, tu vas faire comme ça. Et bien évidemment, tu expliques à l'enfant pourquoi. Par exemple, les temps d'écran, ça c'est autre chose avec les parents immigrants. Parce qu'on se dit, eh ben, quand ils sont devant les écrans, ils sont calmes. Mais c'est quoi l'impact des écrans sur les enfants? Parfois, ils ne dorment pas la nuit. Quand un enfant qui passe le temps devant l'écran de façon prolongée, quand il va au lit, il ne va pas dormir tout de suite. Parfois, il va rester éveillé et le matin, il est fatigué. Ça, ce sont des effets. Et parfois, un enfant qui est déjà accro peut faire des crises comme ça. Et responsabiliser, c'est aussi quoi? C'est de demander à cet enfant-là que fais-moi une recherche.
On a la chance quand même ici que les élèves, ils font des recherches à très bas âge Oui, 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 et tout à ils ont fait. vraiment l'accès très facile au matériel informatique. Donc, c'est de souvent faire des petites recherches aux enfants sur des choses qu'ils font à la maison qui ne sont pas correctes. C'est de leur faire des recherches et de leur demander de faire l'exposition, par exemple, lors d'une rencontre familiale comme ça. C'est quoi les méfaits de rester devant l'écran pour longtemps? Voilà, tu dors pas, voici les effets à long terme. Et je pense que l'enfant trouve sa propre Il solution, trouve sa dans propre la solution. propre réponse dans ses propres recherches. Et parfois, ce que le parent dit, l'enfant ne va pas le croire. Mais ce qu'il voit sur Internet, c'est ce qu'il va croire parce que c'est une autre personne qui le dit. Ou bien si ça se dit à l'école, une autre personne. Donc parfois, il faut leur donner cette possibilité-là d'aller explorer d'autres ressources. Et de se faire eux-mêmes Eux-mêmes leurs leur propres propre idées. idée, Ouais. exactement, de la situation. Éduquer ou juger? Hmm, Le jugement, je dirais que c'est déjà pas bon. On ne juge pas, on éduque et on comprend. Moi, le jugement, c'est déjà, selon ma profession, c'est quelque chose vraiment à bannir. tabou, Parce que à bannir. quand je rencontre un client, c'est vraiment l'approche du non-jugement. Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est un gros non pour ça. C'est vraiment d'éduquer. Éduquer. Éduquer. Et comme j'ai dit tantôt, l'enfant, c'est quelque chose qui n'a pas de forme. C'est comme on te donne, comment on dit le clé? La pâte à L'argile. modeler. Voilà, la L'argile, pâte à oui. modeler. C'est comme on te donne la pâte à modeler. C'est ça l'enfant, là, à 0 âge, là. C'est à toi, le parent, de lui donner une forme, de rajouter un peu d'eau pour que ce soit un peu plus solide. C'est à toi de lui dire des choses au niveau émotionnel, de lui inculquer des valeurs, de lui dire des choses. Quand tu es fâché, ne fais pas trop ça, ne casse pas les choses, tu peux plutôt faire ça. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'éduquer et être là aussi pour l'enfant et de leur transmettre l'amour. C'est ça. Voilà, l'amour, quand je dis l'amour, ça me fait sourire parce que transmettre l'amour dans nos pays, c'est pas la même chose que transmettre l'amour ici. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est le câlin. C'est tellement simple, mais c'est tellement puissant que un enfant peut faire toute une... il peut être triste toute la journée parce que tu lui as refusé un câlin. Et parfois, certains parents vont dire, ben, ça c'est quoi ça? Câlin, c'est quoi? Ils Ben, sont friands c'est de pas câlins, rien, les parce que enfants. pour eux, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc, il faut leur donner des câlins. Il faut leur dire, je t'aime. C'est quelque chose que les parents, Immigrants. bon, de toutes les façons, africains, parce que je connais pas d'autres C'est ça. communautés, les parents africains, c'est rare Très de rare. dire à l'enfant, je t'aime. Pourquoi c'est si difficile? Parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués, mais pourtant, c'est quelque chose qui construit beaucoup, qui est très important pour le développement émotionnel de l'enfant dans le système canadien. Et ça rejoint aussi comment ou pourquoi faire des compliments à l'enfant. Oui, C'est important. oui. Tantôt, j'ai parlé des différents niveaux ou bien sphères de développement. Il y a le social, il y a l'intellectuel, il y a le physique, il y a l'émotionnel surtout. Et c'est surtout la sphère émotionnelle qui cause un problème Oui. dans les familles immigrantes. Parce qu'on ne sait pas comment prendre le soin du développement émotionnel Émotionnel. de l'enfant. Donc, c'est tout ça. Il faut savoir que l'enfant vit des émotions aussi. L'enfant peut vivre de la tristesse, l'enfant peut vivre de la colère, l'enfant peut vivre toutes sortes d'émotions que c'est un être humain. Il peut vivre tout ça. Il peut vivre de la honte, de la frustration. Parfois, certains parents, ils font des remarques à leurs enfants devant les invités. Mais tu te dis, oh, c'est juste un enfant. Mais non. L'enfant Alors se qu'à sent l'intérieur, humilié. ça boue.
Oui, l'enfant se sent humilié. Donc, il faut tenir compte de Tenez ça. compte de ça. Il faut tenir compte. Je pense que les immigrants, certains immigrants, je reste toujours du côté de l'Afrique, voient encore l'enfant comme une chose, un peu comme à la période médiévale où l'enfant était pris comme quelque chose, où on pouvait même exposer comme ça. Je pense que il faut repenser cette façon-là de voir l'enfant. Voir l'enfant comme soi-même. Comme la lecture dont tu m'as fait part tantôt. Marc Qui, Pistorio, voilà, oui. c'est ça, c'est de se mettre à À la place de l'enfant. de Oui. l'enfant. Pour Et si c'était moi, comprendre ses ses émotions. émotions, exactement. Parce que c'est en comprenant les émotions de l'enfant qu'on peut facilement répondre à ça. Tout à fait. Voilà. Excellent, excellent. L'émission tire à sa fin. En 30 secondes, le mot de la fin pour conclure sur ce sujet, Sylvie. Bien sûr. Bon, ce que j'aimerais dire aux parents immigrants, c'est que c'est bien beau de parler de tout ça. Je sais que c'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas facile du tout de réussir l'éducation des enfants. Donc la première chose, c'est qu'il n'y a pas de parent idéal, il y a pas de parent parfait. Tous les parents font des erreurs. C'est vraiment de garder cette idée de flexibilité dont j'ai parlé tantôt, être ouvert aux services qui sont disponibles, Offert, oui. qui sont offerts pour vous. Allez explorer avant de dire non. Faut pas être rigide seulement comme ça face aux services qu'on vous propose. Et essayez de lire beaucoup sur l'éducation des enfants aussi, parce que ça va beaucoup vous aider à briser les tabous. Et qu'est-ce que je dirais encore? Si vous avez des questions, demandez. Ok, si vous avez des questions, demandez. Il y a beaucoup de professionnels dans les écoles et c'est votre droit aussi même de demander à rencontrer la travailleuse sociale de l'école. Si vous avez une question ou bien si vous voulez clarifier quelque chose, c'est juste avoir une consultation. Les travailleurs sociaux dans les écoles seront très contents de vous donner des informations pour que ça puisse vous aider à, comment je vais dire, à désapprendre des préjugés que vous avez déjà accumulés et qui vous empêchent finalement d'accéder à des services qui pourront être bénéfiques pour vous et votre famille. Tout à fait. Voilà. Merci Sylvie. Mais c'était un réel plaisir. C'est ça. C'est réciproque. C'était vraiment un échange très, très riche. Bien Donc, sûr. merci d'avoir partagé avec moi toutes tes connaissances. Et j'ai très, très bien pu constater que tu es très, très calé dans ton domaine. Donc, merci encore. Donc, à très bientôt pour un nouveau numéro de Séquences communautaires sur Grameen TV, la télévision qui vous valorise. D'ici là, portez-vous bien. Merci.